Bonjour et bienvenue sur le podcast Mantrailing Addict. Un podcast pensé pour toi, que tu sois tombé dans la marmite mantrailing depuis longtemps ou simplement curieux d'en apprendre plus sur cette activité. Mantrailing Addict, c'est le nom d'un podcast, mais c'est aussi celui d'une équipe de passionnés, portés par l'envie de partager le fruit de plusieurs années de pratique, de doutes, de remise en question et de formation pour répondre aux questions que tu te poses sur le mantrailing. Moi, c'est Elsa. Et chaque mois, j'aurai le plaisir d'échanger autour d'une thématique technique avec un ou une coach. Nous aurons aussi parfois la chance d'entendre le témoignage d'un binôme chien-humain qui a vu son regard, sa relation et parfois même son quotidien changer. Pour ce 3e épisode, j'accueillerai Angélique qui viendra répondre à une question que nous sommes nombreux à nous être posée. Mon chien peut-il pratiquer le mantrailing ? Nous parlerons race, âge ou encore problématiques comportementales. Angélique nous livrera certaines de ses astuces et conseils pour adapter cette activité aux spécificités de chaque chien et en tirer le plus de bénéfices possible. Bonne écoute! Salut Angélique, comment vas-tu? Bonjour Elsa, ça va bien et toi? Ça va super, je suis ravie de t'avoir à mon micro pour ce 3e épisode du podcast. Donc pour faire une rapide présentation, tu as 35 ans, tu vis près de Vannes en Bretagne et tu partages ta vie avec Pike qui est un berger australien tricolore. Exactement, c'est ça, je partage ma vie avec Pike, donc mon cher berger australien de 5 ans avec qui je fais du mantrailing, mais j'ai aussi une husky, enfin c'est plutôt celle de mon conjoint qui a 5 ans aussi. Ouais, Nami, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tu pistes aussi avec elle? Ça arrive, mais c'est rare, mais normalement, dans les mois qui arrivent, je devrais la faire pister un petit peu plus. Trop chouette. Alors, tu as commencé le mantrailing donc avec Pike quand il était assez jeune, je crois, non? Oui, c'est ça, j'ai commencé, il avait à peu près 8 mois. D'accord. Et comment est-ce que ça a débuté, cette histoire avec le mantrailing? En fait, j'avais fait appel à Karine en tant qu'éducatrice canin, parce que je rencontrais des problématiques avec Pike, tout simplement. Et en fait, en discutant, on avait venu à parler de mon travail, et mon travail de l'époque était sur un lieu bien en particulier qui intéressait Karine pour faire des entraînements, tout simplement. Donc du coup, elle est venue faire des entraînements sur ce lieu de travail. J'ai participé en tant qu'observatrice au début, et en fait, je suis très vite passée à la pratique. Alors justement, comment est venue l'envie de passer de la pratique avec ton chien à l'activité de coaching? En fait, quand Karine m'a parlé de la formation, j'ai trouvé l'idée géniale. Vraiment, je trouvais ça chouette, mais du coup, l'emploi que j'occupais à l'époque me permettait vraiment pas de me libérer du temps pour une formation. Donc même, je lui ai même pas soumis ma candidature à ce moment-là. Ensuite, on a déménagé en Bretagne. Puis le mantrailing, en fait, nous manquait. On n'a pas trouvé de coach qui correspondait vraiment à nos attentes. Et quelques mois après, je suis retournée faire un stage avec Karine à Langres. Et là, voilà, je pense que c'est ça qui m'a fait percuter. Mais voilà, j'ai pris quelques mois de réflexion. Puis en fait, j'ai pris ma décision. Je me lançais dans l'aventure, quoi. Donc toi, tu viens juste de boucler ta formation. Tu étais de la session 2023. Et tu viens de t'installer dans le Morbihan. Alors, comme tu commences ta carrière de coach, je vais commencer par te demander quelle est pour toi la qualité première d'un bon coach mantrailing? Alors, question plutôt difficile. Un beau coach doit avoir pas mal de qualités quand même, pas mal de cordes à son arc aussi. Je dirais que pour moi, la qualité première d'un bon coach, c'est l'observation. C'est vraiment une des qualités les plus importantes. Parce qu'en fait, on doit observer le chien, on doit le lire, on doit essayer de le comprendre aussi. Mais pas que, il y a aussi les humains. Parce qu'en fait, le mantrailing, c'est pas juste suivre un chien. C'est vraiment une activité entre un chien et son humain. Du coup, tout ce qui est émotion et réaction de l'un et l'autre, ça va forcément avoir un impact. D'accord. Décidément, l'observation, c'est un peu le fil rouge de nos podcasts. Merci pour ces quelques informations sur toi. Aujourd'hui, si tu es avec nous, c'est pour discuter un petit peu des types de chiens pour lesquels le mantrailing peut être une activité intéressante et adaptée. Alors, première question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a un âge pour débuter le mantrailing? Et si oui, lequel? Il n'y a pas vraiment d'âge pour débuter le mantrailing. Un chien peut commencer dès ses 2 mois
à pratiquer. Après, on fera attention, bien évidemment, on va faire ça en douceur et avec progressivité. L'objectif, ça va vraiment être d'inviter le chien à aller voir l'humain, de travailler sa motivation aussi, de poser sa truffe au sol, alors sur de très courtes distances, bien évidemment. Le traceur va pas forcément se cacher pour commencer. Vraiment, c'est inviter le chien, qu'il y aille, qu'il comprenne, qu'il associe en fait l'odeur de référence au traceur. Après, c'est aussi une activité qui est très fatigante, déjà pour un chien adulte. Alors du coup, pour un chiot, un petit chien de 2 mois, ça va être très fatigant parce qu'il va devoir assimiler vraiment toutes les informations. Ouais, c'est évident. Et est-ce qu'il peut y avoir des risques pour la croissance, les articulations, parce que c'est quand même en traction? Alors, il n'y a pas forcément de risque sur sa croissance. Alors, par contre, il va falloir être attentif au choix du matériel, surtout au choix du harnais. Parce qu'un harnais non adapté, ça peut aussi engendrer des problèmes articulaires. Chez nous, les Man-Training Addicts, on utilise le harnais Zampa, par exemple. Après, si tout ce qui est autour du harnais vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode 2 du podcast, tout simplement. Le Man-Training, ça va pouvoir aider le chien au niveau de sa motricité, mais pas que. Il y a aussi au niveau du développement cognitif et de la socialisation, parce qu'en fait, le chien, il va avoir des humains sympas, il va aller dans des lieux variés, et peut-être qu'il va être mis en contact avec des congénères plutôt sympas si dans le groupe, il y a des chiens qui sont OK chiots et bien codés. J'y avais pas du tout pensé, mais c'est carrément une super occasion de trouver des chiens qui peuvent correspondre au profil de notre chiot et de lui faire voir des gens dans de super conditions. Alors, on a parlé des chiots. Maintenant, est-ce que c'est une activité qui peut aussi être adaptée pour un vieux chien, allez, on va dire sans pathologie particulière? Pour ce qui est des vieux chiens, je pense que réellement, ça va poser aucun problème. Au contraire, ça va les aider à rester alertes et à les stimuler, en fait. Après, les pistes doivent aussi être adaptées. Un vieux chien, il va se fatiguer plus vite qu'un chien de 3 ans, par exemple. Et bien évidemment, alors si jamais le chien a une pathologie particulière, ce qui peut arriver, il faut consulter un vétérinaire avant pour savoir si c'est OK. Parfait. Alors, on ne se prive pas, peu importe l'âge de notre chien, tant qu'il n'y a pas de contre-indication vétérinaire, bien sûr. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des particularités liées à l'âge, on va pouvoir passer un petit peu au thème des races. Donc, je me demandais s'il y avait des races prédisposées pour le man-trailing ou au contraire des races pour lesquelles ça serait plutôt contre-indiqué. Toutes les races de chiens peuvent faire du man-training. Après, oui, il y a des races qui sont plus prédisposées que d'autres. Mais vraiment, tous les chiens peuvent le pratiquer. Chez Man-Training Addict, on insiste bien là-dessus. En fait, un binôme qui est motivé, c'est un binôme qui va y arriver. Ça, il n'y a aucun souci. Après, les chiens type berger allemand ou malinois, ils sont souvent plus performants, en fait, en particulier les lignées de travail. Ce sont des chiens qui sont intelligents, qui sont plutôt tenaces, donc ça les rend particulièrement performants, en fait, dans le travail au man-training. En comparaison, on a le Saint-Hubert, qu'on appelle aussi Bloodhound. Alors, je galère toujours un peu à le prononcer, ce mot. C'est un chien qui est généralement moins pugnace qu'un malinois, par exemple. Il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte, c'est sa corpulence. Voilà, c'est un grand, gros chien. Sa tenue de longe, elle est beaucoup plus difficile que pour un autre chien. Par exemple, voilà, j'ai un souvenir d'une piste avec Pourquoi pas. C'est une Saint-Hubert, en fait, où on était à 2 pour tenir la longe dans une descente, parce que sinon, la conductrice risquait de se casser la figure, tout simplement. Puis aussi, après, on entend beaucoup parler du Saint-Hubert parce qu'en fait, c'est un chien c'est le chien qui a le plus de cellules olfactives. Il a environ 250 millions de cellules olfactives. À côté, on a le berger allemand, lui, qui en a 200 millions. Le bulldog, il en a 100 millions. Donc, il y a quand même une bonne différence. Et nous, pauvres humains, on en a seulement 5 à 10 millions. Donc, voilà. Puis après aussi, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en règle générale, les chiens qui ont un museau plus long, c'est eux qui ont le plus de capacité olfactive. Donc, ils ont plus de facilité, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront meilleurs, en fait. Il n'y a pas que ça. Le chien, il doit être capable de prendre des décisions, capable d'analyser, de faire des choix. Donc, en fait, tous les chiens peuvent faire du man-training. Il faudra juste s'adapter aux compétences des uns et des autres. Et c'est vrai que quand on pense recherche de personnes disparues, ce qui vient toujours en tête, c'est alors pas le malinois, mais souvent le Saint-Hubert. Et du coup, par rapport à cette race, est-ce que les chiens de chasse ont tendance à être meilleurs parce qu'ils pistent? Alors, pas forcément.
En fait, un chien qui chasse, c'est un chien qui part sur des odeurs de gibier. Et en fait, il se récompense seul, il n'a pas besoin de nous. Du coup, par exemple, sur une piste en forêt, il y a des risques que celui-ci parte sur d'autres odeurs que celles de son traceur, en fait. Parce que l'odeur de gibier va être plus intéressante, plus attractive pour lui que la récompense donnée par le traceur. Dans ce cas, nous, on va parler de distraction ou de piste fantôme. Le chien, il arrête de pister sur son traceur et en fait, il va utiliser sa truffe pour partir sur autre chose. Et est-ce que ça se voit, du coup, la différence? Est-ce qu'on voit quand le chien part d'un seul coup sur autre chose? Alors, ça dépend. Pour certains chiens, on va voir qu'ils sont plus excités, tandis que pour d'autres, on verra pas vraiment de différence dans l'attitude. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on parle de piste fantôme, parce qu'en fait, le chien garde la même attitude de pistage, on voit rien, mais en fait, il n'est pas sur l'odeur qu'on lui a donnée à la base. Et est-ce que je peux pratiquer, par exemple, avec un tout petit chien, comme un chihuahua? Bien sûr, on a d'ailleurs la mascotte de la session 2, qui est un chihuahua. Il s'appelle Orson, il pisse très bien. Les pistes doivent juste être adaptées à sa taille, bien évidemment. On ne va pas l'emmener dans 1 mètre d'herbe ou dans des flaques plus profondes que la hauteur de ses pattes. Un chihuahua, c'est un chien, comme un autre, mais il est juste petit, en fait. Et est-ce qu'il y a des façons de pister particulières qui vont être propres à certaines races ou est-ce que c'est vraiment propre à chaque chien? Alors oui, effectivement, on peut retrouver des similitudes au sein d'une même race. On va prendre, par exemple, on a le Saint-Hubert ou le Vizsla, le braque hongrois. Et ils ont tendance à aplatir leur corps quand ils sont sur une piste. On a aussi le berger australien. Alors eux, ils sont pas évidents à lire quand on ne connaît pas trop la race, parce qu'en fait, c'est au niveau de la hauteur de tête qui est plutôt subtile, en fait. Ça, c'est une particularité de leur façon de pister. En fait, leur nez, il n'est pas forcément au ras du sol. Voilà la petite nuance voilà, chez eux. Le beagle, quant à lui, il a la truffe qui est arrivée au sol. Il est rarement en air scent. Alors, l'air scent, c'est quand le chien, en fait, avec son nez, il va attraper les odeurs en l'air. Et en fait, généralement, donc le beagle, je vous disais, et la truffe arrivée au sol, il a aussi généralement sa queue qui est relevée droite comme un i. Et il y a plein d'autres exemples. Mais après, il faut aussi prendre en compte qu'il y a aussi beaucoup de variations propres à chaque chien dans une même race. Il ne faut pas se focaliser toujours sur ces caractères communs, on va dire. Et on peut prendre en compte aussi la météo, par exemple, le sol, les émotions, les humeurs du jour. En fait, tout ça, ça va pouvoir jouer en fait, sur les attitudes de pistage du chien. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Et en fait, c'est aussi pour ça que la lecture du chien est complexe. Ah ouais, intéressant. Donc même un chien peut avoir plusieurs attitudes de pistage selon les conditions. C'est la pratique qui fait qu'on progresse dans cette compréhension. Est-ce qu'il y a, du coup, à l'inverse, des chiens ultra motivés dont on a pu parler, des chiens qui ne sont pas particulièrement motivés par cette activité, qui ne prennent pas de plaisir à faire ça? Alors, ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Je pense n'avoir rencontré qu'un chien, oui, qui n'était pas motivé par l'activité du man training. Alors après, un chien pas motivé, ça peut être, par exemple, à cause de la qualité de la récompense qui n'a pas suffisamment de valeur pour lui. Alors du coup, là, ce que nous, on fera, c'est qu'on changera cette récompense par quelque chose de plus intéressant. Et là, le chien, il sera à fond dans l'activité. Et il y a aussi le rôle de l'humain qui est vraiment très, très important dans la motivation. Un conducteur motivé aura plus facilement un chien motivé pour aller pister. On parle encore une fois de binôme. J'ai un exemple là en tête d'une humaine qui est plutôt très calme, pas très démonstrative. C'est son tempérament et c'est comme ça. Mais elle est très, très proche de son chien. Et en fait, son chien en piste, il est plutôt mou, pas régulier dans son travail. Et en fait, à partir du moment où elle a mis plus d'entrain au départ de piste, plus de joie à la réussite de son chien aussi, il s'est mis à mieux travailler et il était plus motivé dès le départ. Alors, la motivation, ça peut aussi être impacté par les distractions extérieures. On l'a dit pour les chiens de chasse avec le gibier, mais il peut aussi y avoir la nourriture au sol, les odeurs des autres chiens, surtout pour les mâles-entiers en fait. Le problème de motivation peut être également lié à la qualité de la piste. Si on a été trop vite dans le travail, on n'a pas respecté la progressivité du chien, que les pistes sont trop dures et du coup pas adaptées au niveau du chien, en fait on a un chien qui va avoir une baisse de motivation, forcément. Il va être en échec, donc il aura moins de motivation pour aller travailler.
Il peut aussi s'agir tout simplement d'un chien qui n'a pas compris vraiment ce qu'on attendait de lui. Alors, dans ces cas-là, on va reprendre le travail depuis le début. On va prendre le temps nécessaire. On va pas sauter d'étapes et vraiment répéter les exercices des premières séances pour qu'ils comprennent bien le travail avec des fire trails, des départs à vue, par exemple. Alors, est-ce que tu peux juste rappeler ce qu'est un fire trail? Alors, le fire trail, c'est une étape très importante. C'est vraiment la première phase en fait de travail avec le chien. C'est celle qui va nous permettre de démarrer le chien, justement. En fait, il va s'agir de faire comprendre au chien ce qu'on attend de lui. Alors, la durée de cette phase, elle est plus ou moins variable. Ça peut être court comme long. Voilà, c'est vraiment en fonction du chien, de sa façon, du temps qu'il va lui falloir pour assimiler ce qu'on lui demande. Mais vraiment, cette étape, elle est très importante. Il ne faut pas la sous-estimer. En fait, ça va permettre aux chiens de faire la relation entre l'objet odorant de référence, le traceur, donc la personne à chercher, et la récompense. Et c'est principalement d'ailleurs cette récompense qui va contribuer à la bonne motivation du chien, en fait. Il faut vraiment prendre le temps de bien la choisir pour que le chien soit motivé. La motivation, c'est vraiment essentiel pour que le travail soit bien fait. Mais comme pour toute activité canine, au final, en agility, c'est pareil, en canicross, c'est pareil. Il faut de la motivation pour que le travail soit bien fait. Après, cette première phase, elle va aussi permettre au chien d'apprendre à faire des bonnes prises d'odeur et des bons départs de piste. C'est un point particulièrement important, en fait, parce que si le chien ne prend pas correctement l'odeur, plus tard, il ne pourra pas faire de discrimination et il ne suivra pas l'odeur vraiment propre de la victime. Et il risque de changer de trajectoire. Oui, ça, il faudra qu'on en reparle certainement dans un prochain épisode. C'est vrai que c'est super important. Merci pour cette petite précision technique. Je pense qu'on a fait le tour des spécificités liées plutôt au côté race, prédisposition des chiens. Alors, on va peut-être pouvoir passer un petit moment à parler des problématiques particulières de certains chiens. Alors pour commencer, imaginons que mon chien soit peureux. Est-ce que la pratique du man-training peut être intéressante pour lui? Alors oui, tout à fait. En fait, un chien peureux sur l'activité de man-training, ça va pouvoir l'aider effectivement à positiver les humains, parce qu'un humain qui donne des bonnes choses, c'est toujours chouette. Et si jamais le chien est vraiment très peureux au point de ne pas arriver, pas vouloir aller jusqu'au traceur? Alors, si le chien ne veut pas aller jusqu'au traceur, le traceur, par exemple, va pouvoir déposer la friandise au sol, puis reculer doucement, bien sûr, pour ne pas lui faire encore plus peur. Et ensuite, du coup, le chien pourra s'approcher tranquillement à son rythme jusqu'à la friandise pour la manger. Il y a aussi, par exemple, le conducteur qui peut aussi prendre les devants et aller, lui, vers le traceur pour montrer à son chien qu'il n'y a pas de risque, qu'il est en sécurité. Après, il vient ou il ne viendra pas, mais ça peut être une solution. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de laisser le chien se détendre avant de commencer la piste, en fait. Le voir interagir avec le groupe, voir s'il reste à l'écart, s'il s'en approche. Le laisser aussi prendre les odeurs au niveau des voitures. Là, on est tous stationnés, on attend. En fait, ça va l'aider à se familiariser avec l'environnement. Et là, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure sur l'observation du coach, en fait, parce qu'à ce moment-là, tu vas prendre plein d'infos sur le chien pour savoir comment tu vas adapter, c'est ça? Exactement. Ok. Alors, autre problématique qui peut être liée, si j'ai un chien qui est réactif humain, est-ce que je peux quand même pratiquer cette activité? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme adaptation? Alors oui, c'est tout à fait possible. Il faut être vraiment le plus transparent possible avec nous, les coachs, en fait, parce que ça va nous permettre de nous adapter au mieux. Suivant les informations qui vont nous être données, ça va nous permettre de choisir le traceur en conséquence. Si le chien, par exemple, il a peur des hommes, pour faire traceur, on va plutôt choisir une femme. On va vraiment essayer de s'adapter au mieux. C'est pour ça j'insiste vraiment qu'il faut être le plus transparent possible. Chez les Man-Training Addicts, on n'est pas du tout fermé à recevoir chez nous des chiens réactifs. Bien au contraire. Après aussi, s'il y a un risque de morsure, la muselière est aussi indispensable pour mettre tout le monde en sécurité et en confiance, parce qu'un gardien stressé au bout de la longe aura forcément un impact sur le chien. Ouais, c'est évident, on s'en rend compte au quotidien, que nos émotions les impactent fort. Alors, si j'ai un chien réactif congénère, j'imagine que c'est possible aussi?
Oui, c'est tout pareil, c'est possible. Après, on choisira des lieux sans risque de croisement de chiens, même si le risque zéro, il n'existe pas, mais on fera attention au choix du lieu. Et après, si le propriétaire le souhaite, on peut aussi faire intervenir un chien complice, par exemple, qui sera loin de la piste au début pour travailler cette réactivité du chien. Et puis petit à petit, le chien complice sera plus près sur la piste. On fera attention à la zone de confort du chien, bien évidemment. Il s'agit vraiment de respecter la progressivité. Mais les chiens qui ont des problématiques sont les bienvenus chez nous, il n'y a aucun problème. Notre objectif, c'est de donner de l'autonomie aux chiens, de les laisser faire des choix, de leur redonner confiance, étape par étape. Oui, c'est vrai que parfois les chiens arrivent à laisser passer des choses qui les dérangent dans leur quotidien et quand ils sont dans le travail, ils les remarquent même pas. Enfin, en tout cas, ils arrivent à passer au-dessus et c'est super intéressant. Toujours dans le même thème, si mon chien est mal à l'aise avec certains éléments de l'environnement, par exemple en ville ou s'il a peur de certains bruits. Oui, c'est tout à fait possible aussi. On peut mettre en place des exercices suivant les situations. Charge de propriétaire, encore une fois, de nous donner le maximum d'informations pour nous permettre de nous adapter au mieux. Parce qu'en fait, ça va être du choix du lieu de pistage à la construction de la piste, en passant aussi par le choix du traceur. Si par exemple, on a un chien qui a peur du bruit, on va éviter de lui faire une piste à côté d'un stand de tir. Il est aussi possible d'organiser des séances individuelles pour s'adapter vraiment pleinement aux problématiques du chien si c'est nécessaire. Ok, ouais, c'est vraiment super adaptable comme activité, c'est chouette. Je pense aussi, pas tout à fait dans le même registre, aux chiens qui ont des difficultés à gérer leurs émotions, leur excitation particulièrement. Est-ce que c'est intéressant pour eux? Est-ce qu'il y a une façon de faire particulière pour ces chiens? Très intéressant. Du coup, pour Pike et moi, ça a été une vraie aide, le mind training. Ça lui a aidé à se poser au niveau de ses émotions. Sur les chiens qui sont hauts en émotions, pour les départs, par exemple, on va éviter des exciter à outrance. On va pas les encourager dans ce comportement. Après, les pistes, elles seront montées en conséquence. On va chercher à faire des exercices techniques pour les amener vraiment à réfléchir. En fait, pour tous ces chiens, qu'ils soient anxieux, craintifs de l'homme, de l'environnement, débordants d'énergie, qui ont du mal à prendre des initiatives, qui présentent des stéréotypies, ça veut dire des tocs, comme par exemple tourner sur lui-même, vouloir attraper les ombres, le mat training se transforme là en terra training. Bien évidemment, il faudra aussi consulter un vétérinaire pour écarter tout problème de santé. Terra Training, c'est donc Terra pour thérapie, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des mesures thérapeutiques au travers d'exercices de pistage. Bien sûr, en parallèle, il faut mettre en place un processus d'éducation. L'impact du Terra Training peut sembler un peu exagéré, mais les résultats obtenus sont pourtant bien là et parfois spectaculaires. Ouais, j'ai vu que Karine avait mis des vidéos spécifiques sur le Terra Training sur YouTube et puis j'ai vu aussi des chiens progresser sur certaines problématiques en piste. Est-ce qu'on sait pourquoi le man training produit des résultats aussi efficaces justement dans le cadre d'une thérapie comportementale? Alors, il n'y a jamais eu vraiment d'études scientifiques sur le sujet. Donc, on ne sait pas exactement ce qui se passe, c'est surtout des suppositions. Ça pourrait être lié au fait qu'au man training, le chien utilise en fait son sens premier, son instinct naturel de renifler. On peut dire que le chien retrouve un peu ses racines en développant son odorat et en se recentrant sur lui-même en fait. Après quelques séances, on voit que le chien aussi montre de l'enthousiasme dès qu'il voit des rituels en fait du man training. Par exemple, la préparation des récompenses ou le sac avec les affaires du man training. Et ça, cette motivation, ça le pousse aussi à agir, à apprendre plus vite. Ça va lui permettre de résoudre des tâches de plus en plus difficiles. Et en fait, il va sécréter des hormones, donc l'endorphine ou l'ocytocine par exemple, qui vont avoir un effet autostimulant sur le cerveau du chien. Et du coup, ça rend le processus d'apprentissage beaucoup plus efficace. Par exemple, un chien qui est mal à l'aise en ville, il pourra rester concentré sur sa piste et passer outre ses peurs. Et ça va ainsi l'habituer progressivement à cet environnement. Aussi, je pense que le fait que l'humain apprenne à lire son chien et donc à être plus attentif, ça va lui permettre dans la vie de tous les jours à mieux s'adapter à la réaction de son animal. Et au fil des pistes, en fait, il y a un lien qui va se créer entre le propriétaire et le chien. Une confiance mutuelle aussi va progressivement s'installer et du coup, le chien, ça va lui permettre d'aller au-delà de ses craintes, de se retrouver en confiance avec son humain, de retrouver confiance en lui. Et en fait, généralement aussi, on voit le regard du propriétaire sur son chien qui va changer et le chien, il le ressent. Et la relation tout entière, elle va évoluer. Tous les propriétaires de chiens difficiles, ils sont plutôt bluffés en fait
de voir à quel point le TerraTrailing, ça leur a permis de changer leur relation avec leur chien, et de changer leur chien tout simplement. Ouais, c'est vrai que ça a vraiment de super effets et on reparlera de ça très très bientôt. On a parlé de TerraTrailing. Est-ce qu'il existe aussi du Handi-Trailing? Alors oui, ça existe. Ça nous est déjà arrivé de travailler avec des chiens sourds ou aveugles. J'ai eu aussi l'occasion de faire des pistes pour un chien qui était amputé d'une patte et qui avait une prothèse. Et Karine aussi, auparavant, elle a pu avoir une chienne Kali qui était paralysée du train arrière en fait et qui était en petit chariot à roulettes pour faire ses pistes. Trop bien. Bon, quelques petites adaptations sur le choix du lieu de pistage. Et donc, si on résume, c'est vraiment une activité qui est adaptable pour n'importe quel chien et n'importe quelle problématique finalement. Est-ce qu'il y a, à côté de ça, certains apprentissages qu'on a pu mettre en place au quotidien qui peuvent devenir un obstacle à la pratique du man-trailing? Oui et non. Par exemple, ça peut poser problème pour les chiens qui doivent s'asseoir pour traverser la route. Ils vont se couper automatiquement pendant la piste. Ou par exemple, les chiens qui vont prendre un bâton en balade pour décharger. Du coup, en piste, ils montent quand même pas mal en excitation. Ils peuvent aussi reproduire ça, en fait, et attraper des bâtons, pardon, quand ils sont en forêt. En revanche, par contre, il y a quand même certains apprentissages qui peuvent aider dans la pratique du man-trailing, comme par exemple le mot « attends », qui peut être très pratique pour arrêter le chien en pleine piste. Alors ça, c'est un mot que j'ai appris à Loupi et qui respecte super bien en balade. Mais en piste, il ne m'attend jamais et limite, il m'aboie dessus parce qu'il veut continuer. Ouais, ça arrive souvent. Mais même si le chien ne s'arrête pas de lui-même, qu'on est obligé de le bloquer, il sait que la tension sur la longe ne va pas signifier un non, mais juste attends avant de reprendre. Donc, c'est pas du tout un souci. Maintenant, juste une petite aparté. Le man-trailing, c'est une activité pour quel type d'humain? Ah ah, très bonne question. Il faut savoir que physiquement, le man-trailing peut être un peu éprouvant. Il faut plutôt bien tenir sur ses jambes. Ou alors, il faut aussi voir avec votre coach pour qu'il adapte la piste, bien sûr, en fonction de votre physique et de l'environnement. Bon, même les athlètes, ils se gamellent. C'est drôle, même pour eux. Faut le savoir, on tombe tous. C'est pas dramatique. Il faut aussi être prêt à... Enfin, il faut savoir que le man-training, en fait, les entraînements, on est avec d'autres personnes, on rencontre d'autres gens, on suit les autres aussi, nos chiens attendent dans les voitures, on apprend beaucoup, beaucoup en observant et en regardant, en fait, les autres pistés. Donc... Et puis on fait tous traceurs aussi, hein. Sauf le coach, mais voilà, tous les gens qui participent font traceur. Donc ça, il faut aussi bien l'avoir en tête. Il ne faut pas être surpris de ça. Aussi, je pense que pour faire du man-training, il faut être un humain prêt à se remettre en question et à regarder son chien peut-être d'une autre manière. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que l'objectif principal de notre activité, c'est vraiment de passer un bon moment avec son chien. Ouais, tu fais bien de le rappeler et c'est parfait pour conclure cet épisode. Alors avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous dire, si on souhaite te rencontrer, pister avec toi, comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors je suis joignable via Instagram sur funontrail.mantraining ou sur Facebook à Angélique Sichet funontrail aussi, ou par mail du coup à funontrail.mantraining@gmail.com. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description de cet épisode. Eh bien, écoute, merci pour toutes ces informations. Je pense que c'est un épisode qui est très riche, qui devrait parler à beaucoup de monde. Et je te dis à bientôt. Eh bien, merci Elsa, et puis à bientôt en piste. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi pour en faire profiter tes amis et nous aider à faire connaître notre travail et cette discipline passionnante. Tu peux aussi nous donner un coup de pouce en nous laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. N'hésite pas à nous envoyer tes questions sur le site Man-Trailing Addict. Je te laisse le lien en description de cette émission ou directement en commentaire sur ta plateforme d'écoute. Nous essaierons d'y répondre dans un prochain épisode. On se retrouve le 24 avril pour notre tout premier épisode témoignage. Stéphanie viendra nous parler de son chien Olexo et nous expliquera comment le man-trailing les a aidés dans leur relation
et dans les problématiques qu'il rencontrait au quotidien. N'hésite pas à t'abonner pour être sûr de ne pas le rater. À bientôt!